Je m'appelle Jonathan, j'ai 32 ans. J'étais simple passager sur le vol 726, un Boeing 737 qui s'est écrasé en pleine mer il y a maintenant 2 jours. En ce moment, je suis assis sur un morceau de carlingue flottant, les vêtements trempés, le ventre vide. J'ai avec moi un carnet waterproof, l'un des rares objets que j'ai réussi à conserver dans le chaos. Je m'en sers pour noter ces mots, comme un dernier lien avec la rationalité. C'est à la fois un exutoire et une encre mentale dans cet océan d'incertitude. Autour de moi, d'autres survivants flottent sur des débris, mais ils sont loin, dispersés par les courants. Nous n'avons ni radio, ni moyen de communication fiable. Mon corps est couvert de contusions, et chaque mouvement me rappelle la violence de l'accident. Le bruit incessant des vagues et l'odeur du sel m'envahissent, comme un rappel cruel de mon isolement. Mais je suis vivant, pour l'instant. Je n'arrête pas de penser au décollage. C'était censé être un vol de routine, une première mission à l'étranger pour mon travail. J'étais nerveux, c'était mon premier voyage d'affaires. La nuit précédente, je n'avais presque pas dormi, trop stressé par tout ce qui m'attendait. Je revois le sourire aimable de l'hôtesse qui m'avait accueilli à bord, et l'odeur légèrement métallique de la cabine. Puis, il y a eu ce choc violent. Un bruit sourd, suivi de cris. Je me souviens de la panique, des masques qui tombaient, et ensuite, plus rien. Une chute vertigineuse, un bruit strident, puis le noir. Je me suis réveillé dans l'eau, agrippé à un morceau de siège, l'esprit brouillé. Autour de moi, des débris flottaient, des cris étouffés se perdaient dans le vent. L'accident m'a arraché à la normalité, me plongeant dans un cauchemar dont je ne peux émerger. Je pense à ma mère. Elle est probablement chez elle, inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Elle doit regarder les informations, espérant que mon nom ne figure pas sur la liste des disparus. Je n'ai ni femme, ni enfant, mais j'ai un père malade, que je soutiens depuis plusieurs mois. Avant de partir, je lui avais promis de revenir vite. Cette promesse me hante maintenant, comme une dette que je ne peux pas régler. Son visage me revient. Il m'avait toujours dit, ne baisse jamais les bras. Peu importe la situation. Cette phrase résonne comme un mantra dans ma tête. Elle est à la fois une source de force et un rappel de mes responsabilités. Je ne peux pas me permettre d'échouer. La soif est insupportable. Mes lèvres sont gercées, et chaque rayon de soleil qui frappe ma peau brûlée semble voler un peu plus de mon énergie. Mon gilet de sauvetage ne tient presque plus. Le poids du sel sur ma peau et l'absence de toute forme de confort physique sont une torture constante. La mer s'étend à perte de vue, m'isolant dans une solitude oppressante. Plus loin, j'aperçois quelques survivants sur des débris plus stables, mais je suis trop faible pour nager jusqu'à eux. Chaque vague semble une épreuve à elle seule. Je me demande combien de temps je vais pouvoir tenir dans cet état. Mon esprit oscille entre la peur et une résignation que je refuse d'accepter. Je commence à douter. Combien de temps vais-je résister avant que la faim et la déshydratation ne me terrassent? Et si personne ne venait nous chercher? Les journées semblent éternelles, le ciel, impitoyable. Je ressens une peur viscérale, mélangée à une colère sourde. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi ici? Pourquoi moi? Je me mets à parler tout haut pour briser le silence. Des phrases simples, presque absurdes. Tiens bon, tu n'as pas le droit de lâcher. Ces mots sont ma seule encre. Ils résonnent dans le vide comme une tentative de me convaincre moi-même que je peux tenir. Un homme, à une vingtaine de mètres, est accroché à un panneau flottant. Il saigne de la jambe. Son gilet de sauvetage semble à bout de souffle, tout comme lui. Il me fait un signe faible, levant une main tremblante. Je comprends qu'il n'a pas la force de bouger. Son visage est tiré, presque cadavérique. Je tente de lui crier quelque chose, mais ma voix se perd dans le vent. Je lis dans ses yeux une supplique silencieuse. Mais que puis-je faire? Mon corps est épuisé, mes réserves d'énergie presque nulles. Cette impuissance me ronge. Mes études de psychologie me reviennent en mémoire. J'avais choisi cette voie, pensant aider les autres, avant de changer d'orientation pour un emploi plus lucratif. Maintenant, je regrette de ne pas avoir suivi ma passion. Cette pensée m'aide à relativiser. Peut-être que cette épreuve est une manière de me rappeler ce qui compte vraiment. Je me souviens d'une discussion avec ma mère, qui m'avait encouragé à toujours suivre mon intuition. Ces mots me reviennent avec une force inattendue. Ici, à la merci des éléments, je commence à comprendre leur véritable portée. Je décide de nager jusqu'à l'homme. Je ne peux pas rester immobile en attendant la mort. Accrochant un morceau de planche pour me stabiliser, je prends une grande inspiration et plonge mes bras dans l'eau glacée. Chaque mouvement est une lutte, mais je refuse d'abandonner. Le courant est fort, chaque vague semble vouloir m'engloutir. Mon cœur bat à tout rompre. Je me concentre sur l'objectif, atteindre cet homme, lui donner une chance de s'en sortir, et m'accrocher à cette lueur d'espoir qu'être ensemble pourrait offrir. Avant de partir, je noue mon sac contenant le carnet autour de ma taille.
Je ne veux pas perdre ce témoignage. Le courant est plus fort que je ne l'imaginais. Mes muscles protestent, mais je me concentre sur chaque mètre gagné. Cet homme représente peut être ma seule chance de ne pas sombrer dans la folie. Alors que je m'approche, mon regard capte une silhouette plus loin, un radeau de fortune, avec 2 personnes à bord. L'une d'elles tient ce qui ressemble à une arme improvisée. La peur me saisit. Sont-ils des alliés ou une menace? L'homme que je rejoins, prénommé Antoine, mentionne une femme enceinte qu'il a vue après le crash, mais qui a disparu. Il semble hanté par cette vision, tout comme moi par les miens. Je sens que cette histoire est loin d'être terminée. Antoine est épuisé et saigne abondamment. Il tente de m'aider à le hisser sur le débris que j'utilise comme appui, mais son état rend chaque effort douloureux. L'eau salée irrite mes plaies ouvertes, et mes bras tremblent sous l'effort. Le courant s'intensifie, menaçant de nous séparer. Je décide de nouer une sangle de son gilet à la planche pour l'éviter de glisser. Chaque seconde dans cette eau glacée semble un supplice interminable. Mon cœur tambourine dans ma poitrine, mais je tiens bon. Lorsque nous sommes enfin stabilisés, Antoine commence à parler, la voix faible. Il était steward sur le vol et a vu un moteur exploser peu avant l'impact. Il murmure quelque chose sur un problème récurrent signalé mais jamais réparé. Ces mots sont flous, mais une idée germe dans mon esprit, ce crash n'était peut-être pas un simple accident. Il mentionne aussi un comportement étrange des pilotes juste avant le choc. L'idée d'une négligence humaine ou d'un sabotage ajoute une couche d'angoisse à notre situation. Ces informations me hantent. Pourquoi personne n'a-t-il pris ces alertes au sérieux? Le crash aurait-il pu être évité? Une colère sourde monte en moi, mélangée à un désir impérieux de survie. Je me promets de ne pas laisser cette vérité sombrer avec nous. Antoine et moi nous mettons d'accord. Si nous sortons vivants de cet enfer, nous ferons tout pour que la vérité éclate. Mais pour l'instant, chaque minute compte, et la priorité reste de survivre. Au loin, nous apercevons un radeau avec 2 silhouettes. L'idée de nous rapprocher semble évidente, mais les risques sont énormes. Nous ne savons pas si ces personnes sont amicales ou hostiles. Antoine, malgré sa faiblesse, insiste, il faut tenter. Seuls, nous sommes condamnés. Je m'arme de courage et nous nous dirigeons lentement vers eux, rassemblant nos forces résiduelles. Chaque mètre parcouru nous rapproche de l'inconnu. Pendant la nage, Antoine partage des fragments de sa vie. Il a un fils de 5 ans, Théo, qu'il n'a pas vu depuis plusieurs mois à cause de son travail. Cette confession m'émeut. Je lui raconte mes propres regrets, notamment celui de ne pas avoir pris plus de temps pour ma famille. Ces échanges, bien que brefs, renforcent notre lien. Dans cet univers d'adversité, cette connexion humaine nous donne une force insoupçonnée. Alors que nous approchons du radeau, un flash de mémoire me traverse. Mon père, mourant, m'avait dit « Protège ce que tu peux. Ne laisse personne souffrir seul ». Ces paroles me hantent tandis qu'Antoine lutte pour rester conscient. J'ai l'impression de revivre ce moment d'impuissance. Antoine, sentant ma tension, me murmure « On va s'en sortir. Tu n'es pas seul ». Ces mots me ramènent au présent. Nous atteignons enfin le radeau. 2 survivants nous dévisagent avec méfiance. L'un, un homme robuste, tient un morceau de métal aiguisé comme une arme. La tension est palpable. Je lève les mains en signe de paix, expliquant que nous cherchons seulement à survivre. Antoine, à bout de force, s'effondre à mes côtés. Le silence s'installe, et les 2 inconnus semblent hésiter. Finalement, l'un d'eux, une femme plus jeune, tend la main pour m'aider à hisser Antoine à bord. L'autre reste en arrière, son arme toujours levée, comme pour garder le contrôle. Nous sommes enfin à bord du radeau. L'homme robuste, qui s'appelle Carlos, continue de nous observer d'un œil méfiant. La femme, Mia, semble plus ouverte. Elle m'aide à allonger Antoine sur le radeau et à examiner ses blessures. Pendant ce temps, Carlos me demande d'un ton sec d'où nous venons et ce que nous savons du crash. Je réponds avec sincérité, espérant apaiser la situation. Mais il devient évident que Carlos ne fait pas confiance à ceux qu'il ne connaît pas. Il nous accuse même d'essayer de voler leurs maigres provisions. La tension monte, et je sens que la situation pourrait dégénérer à tout moment. Après un échange tendu, Mia intervient. Elle convainc Carlos de nous laisser rester. Elle explique que nous aurons plus de chances de survie si nous restons unis. Carlos finit par céder, mais à contre-cœur. Il accepte de partager de l'eau et quelques morceaux de poisson séché qu'ils avaient réussi à attraper. Pendant que nous reprenons nos forces, Mia nous raconte comment ils ont construit ce radeau avec des morceaux de l'avion et des cordages improvisés. Leur histoire est similaire à la nôtre, chaos, perte et survie. Assis sur le radeau, je prends conscience de tout ce que nous avons traversé. Il y a 2 jours, j'étais un simple passager, pris dans la routine de la vie quotidienne. Maintenant, je suis un survivant, luttant pour ma vie aux côtés d'inconnus.
Je regarde Antoine, qui commence à se rétablir lentement. Ses murmures sur la vérité derrière le crash résonnent encore dans ma tête. Je décide d'écrire tout cela dans mon carnet, pour ne jamais oublier. Il ne s'agit plus seulement de survivre, mais de trouver un sens à tout cela. Avec Mia et Carlos, nous faisons un inventaire de leurs provisions et de ce que nous pouvons contribuer. Ensemble, nous établissons une routine, prendre des tours de garde, filtrer l'eau de mer avec un tissu improvisé et pêcher avec les moyens du bord. Mia partage aussi des fragments de sa propre histoire, notamment son espoir de retrouver sa famille. Carlos, bien que toujours méfiant, commence à montrer des signes de coopération. Antoine, malgré sa faiblesse, propose des idées pour renforcer le radeau et optimiser nos chances de survie. Petit à petit, nous formons une équipe, un groupe uni par un même objectif, atteindre une terre ferme. Les jours passent, et nous nous adaptons à notre nouvelle vie sur le radeau. Le soleil, la soif et la faim restent nos ennemis, mais nous apprenons à travailler ensemble. Mia découvre une technique pour attraper de petits poissons en utilisant des morceaux de métal comme hameçon. Antoine, bien qu'encore faible, montre une résilience admirable. Nous suivons les étoiles pour maintenir une direction approximative. Chaque jour, nous scrutons l'horizon, espérant voir une île ou un navire. Le temps semble s'étirer, mais notre détermination ne faiblit pas. Un matin, alors que le soleil se lève, nous apercevons une forme sombre à l'horizon. Une île, l'excitation monte, mais elle est rapidement tempérée par la prudence. Est-ce vraiment une terre habitable? Sommes-nous assez proches pour l'atteindre avant que nos forces ne s'épuisent complètement? Nous convenons de mettre toutes nos ressources restantes dans cet ultime effort. L'idée de poser le pied sur une terre solide après ces jours d'enfer nous donne un nouvel élan. Pour la première fois, nous sourions, unis par un espoir commun. Alors que nous nous rapprochons de l'île, je prends une dernière note dans mon carnet. Nous avons failli mourir, mais nous sommes vivants. Nous sommes ensemble, et tant qu'il y aura un horizon devant nous, nous avancerons. Ces mots, simples mais sincères, reflètent tout ce que nous avons traversé. Le radeau touche enfin la plage. Nous tombons à genoux, épuisés mais reconnaissants. Une nouvelle étape commence, avec de nouveaux défis, mais aussi une chance de reconstruire. Je range mon carnet, prêt à affronter ce qui nous attend.